Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Yokohama, au Japon, où il prend part à la TICAD 7, la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Il était ce mardi l'invité d'honneur de la ville de Yokohama. Depuis le mois d'août, le gouvernement est en vacances. Alors, en l'absence des autorités gouvernementales qui assurent l'intérim, ces intérimaires rencontrent-ils des difficultés? Qu'en est-il des populations? Autant de questions qui trouveront réponse dans ce journal. Et puis au Cameroun, le procès de 7 soldats accusés d'avoir tué 2 femmes et 2 enfants, une petite fille et un bébé dans le village de Zélévet, s'ouvre ce mardi au tribunal de Yaoundé. L'affaire remonte à juillet 2018 lorsqu'une vidéo apparaissait sur les réseaux sociaux. On y voyait des hommes en treillis emmener les victimes, leur bander les yeux et leur tirer dessus à de nombreuses reprises. Voilà pour les titres. Bienvenue dans votre édition. Je vous le disais tantôt, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Yokohama, au Japon, où il prend part à la TICAD 7, la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Il était ce mardi matin l'invité d'honneur de la ville de Yokohama, occasion pour le chef du gouvernement de s'adresser aux 86 membres de l'Assemblée générale des conseillers de la ville. On en parle avec Alexis Ouedraogo, envoyé spécial à Yokohama. La ville de Yokohama abrite son 3e sommet de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ce mardi, elle a ouvert ses portes au chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly, l'occasion pour la maire Furiko Ayaki de dire l'intérêt de sa ville pour la Côte d'Ivoire. Invité d'honneur de Yokohama, le chef du gouvernement a été appelé à présenter au pupitre de l'Assemblée générale la vision de la Côte d'Ivoire pour cette force de coopération. Bien que convaincu de la capacité de l'Afrique à relever les défis auxquels elle est confrontée, je reste persuadé que les progrès économiques réalisés par notre continent n'auraient pas atteint leur niveau actuel sans l'appui de nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement le Japon, dont je salue la volonté non seulement de partager son expérience et son savoir-faire, mais également d'amener l'Afrique à concevoir et à s'approprier son propre modèle de développement. En avril 2018, la ville de Yokohama envoyait dans le district d'Abidjan une importante délégation d'hommes d'affaires en vue d'un partage d'expériences et de transfert de technologies en matière de résolution de problèmes urbains, et le gouvernement en attend plus. Je fonde l'espoir qu'à travers ce partenariat, la Côte d'Ivoire pourra s'inspirer de l'expérience de Yokohama, notamment dans les domaines suivants: la gestion des déchets urbains, la gestion des réseaux routiers, l'autonomisation des femmes, le traitement des eaux, le dialogue avec les jeunes et la mise en valeur du potentiel des jeunes. Célébrant l'excellence des relations entre les deux pays, le chef du gouvernement a indiqué que le président ivoirien Alassane Ouattara prendrait part à la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Naruhito en qualité de nouvel empereur du Japon en octobre prochain. Et ici en Côte d'Ivoire, le programme social du gouvernement continue de faire des heureux au sein de la population. À Sirasso, dans le département de Okorogo, les productrices de vivriers regroupées au sein de la mutuelle de développement des femmes de Kafigué ont, dans cette dynamique, reçu un important don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, don composé de plusieurs tonnes d'engrais, de semences et autres intrants, de quoi accroître leur production, partant assurer leur autonomie financière. On en parle avec Soro Corona. Dans le cadre du programme social du gouvernement, plusieurs tonnes d'engrais, des semences et autres intrants offerts aux productrices de vivriers des sous-préfectures de Sirasso, Nafoum, Kandroba, département de Korougou. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, don pour permettre à ces femmes d'accroître leur production maraîchère
afin d'assurer leur autonomie financière. La présidente de la mutuelle de développement des femmes du Kafing a salué cette action sociale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et nous tenons à lui dire merci au nom de toutes les femmes du Kafing pour ce don qu'il vient de faire. C'est vraiment un grand don parce que les femmes en ont besoin et ça va beaucoup les aider. Et je crois que ce don a été fait pour les encourager. Le Premier ministre est content de ces femmes, de leur travail, et il a voulu faire ce don pour les encourager dans ce qu'elles font. Recevant le don, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement qui fait de l'autonomisation de la femme, surtout celle du monde rural, une priorité. Le Premier ministre, on le remercie beaucoup. Nous, on reconnaît qu'il pense à nous. Et nous aussi, on le soutient nuit et jour. Nos terres là sont pauvres. Il ne pleut pas beaucoup. Donc sans l'engrais, on ne peut pas travailler. Cette cérémonie de remise de dons a été l'occasion pour ces productrices de vivriers d'émettre des doléances. La réalisation de retenues d'eau pour des productions en contre-saison, des équipements en matériel agricole adapté aux maraîchers, la formation sur les techniques et itinéraires culturels. La mutuelle de développement des femmes du Kafing revendique à ce jour 2000 femmes. Ces femmes exercent dans les domaines de l'agriculture et du commerce. Je vous en parlais en titre. Depuis le mois d'août, le gouvernement est en vacances. Alors, en l'absence des autorités gouvernementales qui assurent l'intérim, ces intérimaires rencontrent-ils des difficultés? Qu'en est-il des populations? Autant de questions qui trouvent réponse justement dans cet élément signé Sephora Zegui et Salima Toudia. Mercredi 24 juillet 2019, dernier conseil des ministres en date. Depuis le début du mois d'août, le gouvernement ivoirien est en vacances. Vacances gouvernementales, mais pas d'arrêt des activités des différents ministères. Cette femme, informée de l'absence des ministres, est quand même venue déposer des dossiers. Je suis venue pour déposer un courrier. Les portes sont ouvertes. J'ai été bien reçue. Sauf qu'il y a un document qui manque, donc je retourne là pour le prendre rapidement et puis revenir. Au ministère de la Ville, en l'absence du ministre, directeur de cabinet, secrétaire et agents sont tous à leur poste. On gère vraiment les affaires courantes. Il n'est pas là 7, mais le ministère continue. Ils savent bien que le gouvernement est en vacances, donc ça fait que c'est un peu modéré, mais ils viennent quand même. Nous sommes à la tâche pour pouvoir asseoir le ministère. Et donc l'absence du ministre ou du directeur de cabinet ne signifie pas l'arrêt des activités ici. Gramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, est à son poste ce matin. Si ses collègues sont en vacances, elle assure à elle seule l'intérim de 4 autres ministres. Tout le monde pensait que les ministres avaient les deux semaines, non. Les ministres partent par vague. L'intérim est assuré. Un ministre ne peut pas voyager sans donner le nom de son intérimaire, c'est pas possible. Quand il y a des dossiers, on me fait parvenir à moi. Et puis, vous savez qu'il y a les TIC. On peut échanger avec les ministres pour savoir comment gérer tel dossier. C'est vrai que c'est des vacances pour les ministres, mais les ministres ne sont pas jamais totalement en vacances. Elle fait un tour pour voir si tout le monde est à son poste. Les vacances gouvernementales prendront fin au début du mois de septembre. Le Conseil des ministres aura lieu, en effet, le 4 septembre prochain. On évoque à présent l'affaire du gendarme tué à Yopougon, Lavage. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Alexandre Apalo Touré, a entrepris une tournée dans les escadrons et autres casernes de gendarmerie. Le général Alexandre Apalo Touré était à Yopougon, à Bobo, à Agban, également à Koumassi, où il a appelé ses hommes au calme et à demeurer des soldats de la loi. Abou Sandogo. C'est à l'escadron de gendarmerie de Yopougon que le général de brigade Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a débuté sa tournée de sensibilisation. Une tournée qui fait suite au meurtre d'un gendarme à Yopougon, quartier Lavage. Accompagné du commandant supérieur en seconde de la gendarmerie nationale, de l'inspecteur de la gendarmerie nationale, des grands commandements et des commandants d'unité, le général Alexandre Apalo Touré a exprimé la compassion et le soutien du président de la République, chef suprême des armées, du ministre d'État, ministre de la Défense, et a invité ses hommes au calme et a évité tout acte de nature à nuire à la cohésion. Il les a exhortés à rester des soldats de la loi. Après Yopougon, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a mis le cap sur le camp commando d'Abobo. Même message. Il les a assurés que les enquêtes sont en cours et que la loi sera appliquée. Les auteurs de ce meurtre seront selon lui tous appréhendés. La caserne de gendarmerie d'Agban a constitué la 3e étape de cette tournée.
Les unités spécialisées, les unités mobiles et territoriales ont été à leur tour appelées à poursuivre leur mission de préservation de la sécurité des personnes et des biens. 3 individus, selon le commandant supérieur de la gendarmerie, ont été arrêtés. Dans le cadre de la sensibilisation, le commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, le colonel-major Kwasi René Stanislas, était à l'escadron commando parachutiste de Koumassi. Et on poursuit avec ce communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le samedi 10 août 2019, aux environs de 12 heures, Dame Brou Nguessan Faustine, secrétaire à l'église catholique Sainte-Cécile des Deux Plateaux, était retrouvée inconsciente dans son bureau, baignant dans une mare de sang. Alertés, les éléments de police du commissariat du 12e arrondissement se transportaient immédiatement sur les lieux et ouvraient une enquête. Le lendemain, dimanche, l'infortunée dame rendait l'âme sans avoir pu expliquer les circonstances de son agression. La police criminelle, instruite à l'effet d'élucider le crime, faisait établir par un témoin présent sur les lieux le jour des faits un portrait robot du présumé auteur et parvenait à obtenir d'autres informations cruciales. Exploitant les données ainsi recueillies, les éléments du CCDO procédaient à l'interpellation du nommé Nyamke Chi Eimon Anderson, retrouvé en possession du portable de la victime et formellement reconnu par le témoin oculaire. Soumis à un interrogatoire par les enquêteurs, il finissait par avouer avoir volontairement donné la mort à la victime à l'instigation de 2 personnes. Namke Chi Eimon Anderson et 3 autres personnes mises en cause ont été déférées ce jour au parquet et immédiatement placées sous mandat de dépôt par le juge d'instruction. Les faits d'une extrême gravité sont qualifiés de vol avec violence, association de malfaiteurs et d'assassinat et sont passibles de l'emprisonnement à vie. Fait à Abidjan le 26 août 2019, donc hier, le procureur de la République, Ado Richard Christophe. On change complètement de sujet à présent. Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 août, la mairie d'Adjamé a mené une opération de déguerpissement du boulevard Nangui Abrogwa, une opération qui vise à assainir le dit boulevard en vue donc d'y faciliter la circulation. Constat, eh bien, l'artère a un nouveau visage. Mamadou Kwasi. Forum d'Adjamé, il est 7 heures. Cet endroit qui grouillait autrefois du monde à 7 heures est désert. Il s'est vidé de son monde habituel avec eux. Tout le dispositif pour la commercialisation à l'arraché pour ces commerçantes ambulantes. Nous ne sommes pas sur la route, sur la grande voie, c'est d'accord, mais nous sommes dans le quartier. Voilà la rentrée qui est arrivée. Nous, on a des enfants. Où on se débrouille, là, tout est cassé. Comme c'est à côté du marché, si on peut se débrouiller dans les assiettes seulement, on peut mettre un peu. Pour vendre matin seulement, on lui demande pardon. Dès qu'on est venu à 4 heures, on n'a pas trouvé le bagage. Ils ont tout ramassé. On sait qu'on laisse la route, mais on fait comment? On n'a pas les moyens aussi pour prendre les magasins. Même décor au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé. Les étals encombrants ont été débarrassés toute la nuit. Ce tableau est le résultat de l'opération de déguerpissement et de nettoyage menée par la mairie d'Adjamé. Une opération pour assainir le boulevard Nangui Abrogwa et faciliter la fluidité routière. Ce qui réjouit la population riveraine et autres usagers. Aujourd'hui, si un client vient vraiment ici, ça sera facile de rentrer au magasin. Vraiment, on perd nos clients parce qu'il n'y a pas de passage à Adjamé. À cause des commerçants, la route est bouchée, pour passer c'est un peu difficile. Mais ce matin, ça nous a paru un peu bizarre. Bon, on est venu, tout est libre, on circule normalement. Bon, c'est surprenant quoi. Si ça pouvait continuer comme ça. Sur le terrain toute la nuit, pour s'assurer la bonne exécution de cette décision, le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, soutient que cette opération de déguerpissement sera pérenne. Nous avons émis une mise en demeure qui a expiré dans le mois de mars. Et nous avons, après le mois de mars, nous avons commencé à sensibiliser les commerçants par rapport à leur déguerpissement. Alors aujourd'hui, c'est ce fait, nous avons commencé l'opération qui va durer pendant 3 mois. Une brigade municipale de 300 éléments a été créée en vue d'accompagner cette opération de déguerpissement et de nettoyage. Les commerçantes ambulantes ne sont pas les seules concernées par cette opération de nettoyage et de déguerpissement. Les mini-cars, appelés communément Gbaka, sont aussi interdits d'accès au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé, désormais invités à déposer leurs clients au niveau de la gare Rennes.
L'équipe municipale bénéficie du soutien du commissaire Yacinthe Oufoué, nouveau patron du 3e arrondissement d'Adjamé, engagé dans le déguerpissement du boulevard Nandia Brogua. Après cette artère principale, le boulevard Mitterrand sera la prochaine étape, la voie menant de la Liberté jusqu'à l'immeuble Mirador. Un autre marché en proie aux flammes. Cette nuit, le grand marché de Boaké a été ravagé par un incendie. Les sapeurs-pompiers militaires sont parvenus à circonscrire le feu, mais avant, plusieurs magasins sont partis en fumée. L'origine de cet incendie, qui s'est déclenché aux environs de 4 heures du matin, n'a pas encore été déterminée. Les explications de Léon Brou. Trop tôt pour chiffrer la perte, mais l'incendie a ravagé au moins la centaine de magasins et leurs marchandises. Ce feu s'est déclaré aux environs de 4 heures ce mardi, selon les badauds et les sapeurs-pompiers militaires en synergie d'action pour estomper les flammes. J'ai appris qu'il y a fait ici. On m'a appelé, on est venu faire sortir les bouillons. Il y a les stacks bouillons ici, on a fait sortir un peu. On a fait sortir beaucoup de marchandises ici. Mais ce n'est pas tous les marchandises qui sont sortis. On a été alerté à 4h22 et à 4h23, les premiers engins sont arrivés. Ils sont arrivés sur site à 4h25. Voilà, la difficulté qu'on a rencontrée quand on est arrivé, il y avait encore le courant dans la zone qui était en feu. Et donc on a demandé le concours de la CIE. Voilà, pour isoler la zone, afin que nos hommes puissent travailler. Et on tient à remercier la population de Boaké, les jeunes de Boaké, qui nous ont vraiment prêté main forte. Et ils ont aidé à circonscrire le feu. L'incendie circonscrit autour de 7 heures, soit plus de 3 heures de combat avec les flammes, et les soldats du feu ont les félicitations des populations. Depuis 4 heures, ils sont sur le terrain. Donc on travaille à nous. Vraiment, moi, je l'ai fait beaucoup. C'est un matériel qui leur manque. Si l'origine de l'incendie est soumise à enquête, la chose déjà certaine, c'est que presque tout le marché d'oignons est parti en fumée, sinistrant encore les commerçants et le grand marché de Boaké, brûlé en 1998. On parle d'éducation à présent. Démarré hier 26 août 2019, les inscriptions à la maternelle et au CP1 se poursuivent sur l'ensemble du territoire national, ce jusqu'au 6 septembre prochain. Notre reporter Emma Djeke s'est rendu justement hier dans quelques établissements scolaires pour un constat. Son compte rendu est dit par Grace Kando. Pas d'affluence dans les établissements scolaires pour ce premier jour d'inscription à la maternelle et au CP1. Les parents d'élèves traînent encore les pieds. Au groupe scolaire Cocody Château d'Eau, une cour presque vide. Nous n'avons pas encore reçu de parents. Mais je pense que les parents s'attellent en ce moment à recevoir, à inscrire les grands. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Même constat ici à l'EPP Riviera Golf, toujours dans la commune de Cocody. Moi, je suis venu prendre le lancement, je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Il faut dire que c'est le premier jour, on n'a pas encore d'affluence. Voilà. Jusqu'à là, on n'a eu que 1 ou 2 parents seulement. On espère que les jours suivants seront plus animés. Je dis à nos parents d'élèves qu'on est là, on les attend, ils viennent inscrire les enfants. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, hein. Ils sont l'avenir de ce pays-là, donc il faut tous les inscrire. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 septembre. Et la rentrée scolaire 2019-2020 prévue le 9 septembre prochain. Vous l'avez dit, Grace Kando, les inscriptions se poursuivent donc jusqu'au 6 septembre. Vous avez encore un peu de temps, chers parents. On se rend à présent à Toukouzou, aux Alem, où les 23 août de chaque année, les élèves et étudiants de l'église Papa Nouveau se retrouvent au siège mondial de l'église pour prier pour une bonne rentrée académique et surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. Godefroy Okambawa. C'est une tradition à l'église Papa Nouveau. Tous les 23 août de chaque année, les élèves et étudiants de cette église se retrouvent pour recevoir des bénédictions des parents et prier pour une bonne rentrée académique en Côte d'Ivoire. Ayons la conscience de notre foi est le thème retenu pour cette année. Venus de toutes les localités de la Côte d'Ivoire, ces élèves et étudiants de l'église Papa Nouveau se sont engagés à être des modèles. Nous savons que, étant élèves et étudiants apprenants, leur devoir, c'est d'étudier, de faire en sorte de glaner des diplômes et pouvoir s'insérer dans le tissu social, de rester en dehors de tous les mouvements de protestation, de désordre. Cette rencontre annuelle des élèves et étudiants de l'église Papa Nouveau est à sa 63e édition. Joachim Begré, maire de la commune de Jacquesville, parrain de cette édition,
a invité ses filleuls à tourner le dos à la violence et a fait de leur parcours académique un exemple. Quand des jeunes voient en vous un modèle qu'ils vous appellent, il ne faut pas les décevoir. Au-delà de l'aspect religion, ce sont de véritables leçons d'éducation civique et morale que le saint prophète Papa Nouveau a essayé d'inculquer le long de sa vie terrestre. Et donc il est parti, mais il faut qu'il s'approprie et il perpétue ces sages conseils-là. L'église Papa Nouveau de Tukusu aux Zalem est créée en 1937. Mais c'est en 1956 qu'a été instituée cette rencontre annuelle qui vise également la promotion de l'excellence à l'école. Plusieurs apprenants ont reçu des distinctions pour leurs résultats scolaires. Et on reste avec Godefroy Okambawa pour parler religion, toujours. 15 août 1974, 15 août 2019, la paroisse Saint-Joseph époux d'Ayamé célèbre les 45 ans de sa consécration. Et c'est à travers des louanges et adorations que les fidèles de cette paroisse ont témoigné leur reconnaissance à Dieu. 45 ans déjà que la paroisse Saint-Joseph époux d'Ayamé dans le diocèse de Grand-Bassam est consacrée à l'évangélisation. Pour marquer ce jubilé de Vermeil, c'est à travers une messe d'action de grâce que les fidèles ont témoigné leur gratitude à Dieu. Dieu qui donne 45 ans à toute une paroisse, à des fidèles de célébrer. Je demande à Dieu de faire grandir ces fidèles afin que son Esprit Saint même nous habite toujours. Nous considérons que tout ça, c'est autant de grâce pour la région. Toutes les prières sont les bienvenues. Il ne s'agit pas seulement de prières catholiques, mais il s'agit de prières de toutes les confessions religieuses parce que finalement Dieu est un. Le célébrant Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam, a au cours de cette célébration invité les fidèles à rester unis pour la cause de l'Église. Dieu est là d'une façon silencieuse, d'une façon invisible. Et que Dieu ne recule pas, il va toujours de l'avant. Parfois, nous avons envie de lui imposer un rythme et des délais, mais il faut attendre que Dieu nous conduise. Ce n'est pas bon de précipiter les choses. Et je pense que l'histoire de cette paroisse nous l'a montré. Dieu a guidé les pas des missionnaires, malgré les difficultés de tout ça. Il y a eu des jeunes générations qui ont pris la relève. Aujourd'hui, nous avons 45 ans. Demain, peut-être, ça serait 50 ans, 75 ans, ainsi de suite. Dieu est à l'œuvre. Les fidèles qui ont consacré durant ces 45 ans leur vie à la paroisse ont reçu des distinctions. La stèle représentant Saint-Joseph a été dévoilée en présence du clergé et des fidèles. On parle santé à présent. La Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire a procédé le 23 août dernier à Agboville à l'installation d'une section dans la région de l'Agnébi-Tiassa. La première étape d'une caravane qui prévoit l'installation de 10 sections de la Société gynécologique et obstétrique dans 10 régions sanitaires du pays. Il s'agit de rapprocher les membres de cette société, mais également d'améliorer la qualité des soins. C'est ce que nous rapporte Salima Toudia. Yacouba Kangouté, médecin gynécologue, est à présent le point focal de la sous-section Sogossi, dans la région de l'Agnébi-Tiassa-Mé. Première étape de l'installation des 10 sous-sections dans les 10 régions sanitaires par la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire. Ceci vise à améliorer les indicateurs en matière de santé de la reproduction. Il répond au besoin de mettre à niveau les compétences et les connaissances de l'ensemble des membres de notre société savante pour que la prise en charge des parturientes, des gestantes, soit le plus efficace possible, soit efficiente. Les indicateurs de mortalité maternelle et néonatale et infantile en Côte d'Ivoire ne sont pas très réluisants. La mortalité maternelle est de 614 pour 100 000 naissances vivantes. C'est tout cela qui nous amène à prendre le taureau par les cornes et ne pas rester dans nos amphithéâtres, mais venir sur le terrain. Travailler avec les praticiens locaux, les praticiens qui sont sur le terrain, évaluer leurs connaissances et capacités et les renforcer, regarder aussi le problème des infrastructures et puis être un relais avec l'autorité. Ce sont 450 gynécologues et obstétriciens et 3000 sages-femmes regroupés au sein de cette société savante qui œuvre depuis 46 ans
à améliorer la qualité des soins dans la prise en charge de la mère et de l'enfant. Les populations villageoises de Abata, dans la commune de Bingerville, étaient en fête le samedi dernier. La raison, la catégorie Blessoué-Sokro, se présentait officiellement au peuple hatchan. Ces hommes et ces femmes, désormais matures, se sont vus confier les destinées du village. C'est ce que nous rapportent Herman Sozirignon et Mamadou Kouassi. Des pas de danse guerrière suivis de rituels de purification. Une démonstration de maturité pour ces membres de la génération Blessoué du village d'Abata dans la commune de Bingerville. Cette génération fait son entrée officielle dans la grande famille d'Abata, désormais apte pour la prise de parole en public. Membre de la génération Blessoué, Youssou Doumbia, député maire de Bingerville, insiste sur l'importance de la valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Il y a deux danses. Il y a la danse du premier guerrier, qui est le guerrier, nous on appelle le papa, et le petit guerrier qui est amant en langue hatchan, qui va sortir juste après lui. Vous voyez les hommes en kaolin, ça signifie qu'aujourd'hui nous sommes devenus des hommes, qu'on peut nous donner le village demain pour diriger. Un passage générationnel qui démontre ainsi la beauté de la tradition hatchan et qui ne laisse personne indifférent. Pour nous, c'est très intéressant de voir comme la fête de la génération des développés, comme la tradition d'ici. Pour nous, c'est très intéressant parce que nous n'avons pas la même chose à l'Espagne, c'est très différent de notre culture. Le passage d'une génération à une autre chez le peuple hatchan se fait chaque 5 ou 10 ans selon les villages. Et dans ce village d'Abata, cela se fait chaque 5 ans. Hommage à Arafat DJ. Chacun y va de son inspiration. Les motards avec qui l'artiste partageait une même passion, la passion de la moto, ont décidé donc ces motards, ils ont décidé de faire entendre leur voix, cela par une parade de moto. C'était le dimanche dernier. Ils ont voulu ainsi faire passer un message fort, celui de l'importance du port du casque. Nous Sangari. Son amour pour la moto était incrusté au plus profond de son être. DJ Arafat avait même dédié une chanson à la moto, avec à l'appui le Moto Moto Tour, brutalement interrompu. Qui ne se souvient pas des parades motorisées organisées par le Yoruba et sa bande de copains motards, adeptes de la vitesse, amoureux de sensations fortes. Ironie du sort, c'est ce goût prononcé pour ce bolide à 2 roues qui mettra un terme à sa vie de la façon la plus tragique. Comme l'exige la tradition chez les motards, la mort d'un des siens appelle à un hommage, un dernier barreau d'honneur pour le motard disparu. Tu quittais du Nigeria en faisant 1340 km, spécialement pour l'hommage de notre Arafat. On est venu pour une seule personne, Arafat. On est venu faire honneur à Arafat. Aujourd'hui, on pleure Arafat, mais on ne va plus jamais le pleurer parce qu'il va vivre en nous. Tenue appropriée, casque bien vissé sur la tête comme pour sensibiliser la jeunesse. Pour rouler la moto, il invite tout le monde à porter les casques, c'est très important. Ce n'est pas forcément de faire des démonstrations qu'il faut porter casque. Le casque est permis en n'importe quelle position que tu es là-dedans, tu portes le casque pour pouvoir te protéger. Plus de 200 motards se lancent dans une parade sur le lieu du drame. Pour le Yoruba, ces virtuoses de la moto ont multiplié prouesses et figures les unes aussi audacieuses que les autres. Un spectacle à vitesse grand V sous les yeux des enfants de Won Ange Didier, alias le Daishikan. Ce spectacle peut être considéré comme le témoignage de la vie à 100 à l'heure de cet artiste hors du commun qui a régné sur un empire de jeunes qu'il appelait affectueusement les Chinois. Commentaire signé Serge Okoléa. Hors de chez nous, au Cameroun, le procès de 7 soldats accusés d'avoir tué 2 femmes et 2 enfants, une petite fille et un bébé, dans le village de Sélévé, s'ouvre ce mardi au tribunal de Yaoundé. L'affaire remonte à juillet 2018, lorsqu'une vidéo apparaissait sur les réseaux sociaux. On y voyait des hommes en treillis amener les victimes, leur bander les yeux et les
leur tirer dessus à de nombreuses reprises. Pendant plusieurs mois, le gouvernement camerounais a nié l'implication de ces soldats, mais Amnesty International a réussi à rassembler de nombreuses preuves qui ont permis de localiser les faits et de préciser leur date entre fin mars et donc début avril 2015. Le sommet du G7 à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, s'est terminé ce 26 août. À l'issue de ce sommet, les membres du G7 et l'Union africaine ont soutenu un test commun plaidant pour une trêve et appelant à une conférence inter-libyenne. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. On se retrouve demain, même heure.